Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue. Nous sommes ravis de vous retrouver sur votre JT Lozère. Nous sommes en direct de la médiathèque Lamartine à Mende à l'occasion de la semaine de l'industrie qui aura lieu la semaine prochaine en Lozère. Juste avant de vous présenter les titres, je vous rappelle, afin d'améliorer le référencement de votre JT, de liker, de partager, de commenter et de mettre un petit pouce bleu. Sans plus tarder, à présent, je vous propose de découvrir les titres de votre JT. Les journées de l'alimentation se sont déroulées les 17 et 18 novembre avec en point d'orgue le concours culinaire Étoile de Lozère, on vous dit tout. Acheter un rôti ou du fromage à 23h en Lozère, c'est possible et ça se passe à Bourg-sur-Colagne. Puis nous nous rendrons au lycée agricole Rabelais de Saint-Chély à l'occasion de la 4e édition du concours de maréchalerie. Puis nous nous rendrons à la rencontre de deux Lozériens, l'un est apiculteur, l'autre ouvrier agricole et pompier volontaire. Ils se présentent au concours de Mister France Agricole. Les semaines de l'industrie vont se dérouler en Lozère à partir du 27 novembre jusqu'au 3 décembre. Nous les retrouverons en deuxième partie du journal avec Marion et ses invités. Nous ouvrons ce JT avec un sujet qui a du goût. Les 17 et 18 novembre, l'espace Georges Frêche de Mende a été le théâtre de 2 jours consacrés à l'alimentation. Si le vendredi était réservé aux professionnels avec des tables rondes où les acteurs de la filière et des chercheurs ont pu échanger sur l'alimentation et explorer ses facettes, le samedi était ouvert au grand public. Avec un point d'orgue le week-end, la seconde édition du concours culinaire Étoile de Lozère, un sujet de Marion Guibaudot. Les gagnants de la seconde édition du concours Étoile de Lozère sont Milo Fage et Nathan Fort pour le plat salé où ils ont revisité la truite et Cédric et Virginie Boria pour le plat sucré avec leur pain d'épices à la châtaigne qui a séduit le jury. Ce concours est venu couronner 2 jours d'échange à l'espace Georges Frêche à Mende autour de l'alimentation. Vendredi, 3 tables rondes se sont enchaînées sur les enjeux de ce que l'on met dans son assiette où agriculteurs, restaurateurs, chargés de mission agriculture et chercheurs se sont succédés pour rappeler l'importance d'une alimentation locale, saine et durable pour la santé. Une santé qui passe autant par l'assiette que par la manière de cultiver les produits. Alors ces journées de l'alimentation, en fait, elles s'inscrivent dans le cadre du PAT, du programme alimentaire territorial. Donc c'est vrai qu'on a fait le choix au bout d'une année de concertation, d'échange, de réflexion pour établir une priorisation dans les actions à mener, donc pour pouvoir relocaliser la production, l'alimentation pour qu'elle soit locale et durable. On a fait le choix en fait d'avoir une journée avec les professionnels aujourd'hui et demain une journée grand public. En 2021, le département a été labellisé Projet alimentaire de territoire en émergence, impliquant 27 partenaires institutionnels et plus de 1400 participants à travers des consultations, événements et ateliers de concertation. Ce projet alimentaire de territoire est devenu le fer de lance de la stratégie alimentaire de territoire et lui permet de faire face à des défis tels que l'accès inégal à l'alimentation et l'impact environnemental important du secteur agroalimentaire. Le conseil départemental mène depuis de nombreuses années des actions en faveur de l'agriculture et de l'alimentation, telles que par exemple la mise en place de la plateforme AgriLocal en 2016 pour approvisionner les cuisines collectives en produits locaux et bio.
Le samedi était pour sa part une journée grand public avec des ateliers autour de la cuisine et des animations pour mieux appréhender ce que l'on met dans son assiette. Avec en point d'orgue le concours Étoile de Lozère qui a vu s'affronter 5 binômes professionnels et amateurs autour de recettes aux ingrédients locaux. Et c'est une première en Lozère. Il est dorénavant possible d'acheter des produits alimentaires de producteurs locaux. En effet, 9 producteurs lozériens vous proposent leurs produits 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. C'est un projet innovant. On vous emmène tout de suite à Bourg-sur-Colagne. Reportage. Les habitants disent c'est sympa parce qu'on n'est pas obligé de courir, monter à Fabrège, aller au Fond de Chirac, aller au Monastier, etc. pour récupérer notre panier. On a tout sur place et puis on s'adapte à les horaires qui nous conviennent. Il est 21h, des amis arrivent avec une soudaine envie de raclette et le frigo est vide. Et bien entendu, tout est fermé dehors. Eh bien, 9 producteurs des environs de Bourg-sur-Colagne ont la solution pour sauver la soirée. Ils sont ouverts dans un espace innovant. Vous pourrez faire vos courses en libre service au moyen de casiers alimentaires réfrigérés. Passez votre commande sur la borne et ce ne sont pas moins de 80 casiers qui sont en libre service qui s'offrent à vous. Situés entre le Monastier et Chirac, ils sont disponibles 24 heures sur 24, réassortis quotidiennement et vous trouverez exclusivement des produits frais et locaux. Ils n'ont pas la contrainte de l'ouverture du magasin ou de l'ouverture du marché. Ils peuvent venir quand ils veulent après le boulot ou le matin ou tard le soir. Ils peuvent déposer les bouteilles vides aussi, donc ça c'est un avantage, on peut les récupérer comme ça. Et cette solution, nous la devons à la commune de Bourg-sur-Colagne. Et si au début l'idée semblait farfelue, très rapidement un groupe de travail et une association de commerçants se sont constitués. Chaque commerçant adhère à l'association pour être dans les casiers. Je pense qu'on ne peut pas faire les choses à la place d'eux. Et ici, il y a eu l'initiative communale portée par le maire, mais il y a eu surtout une volonté aussi en fait, des agriculteurs. Il y a un collectif. Donc voilà, ça ne peut marcher que si tout le monde tire dans le même sens et si c'est porté collectivement aussi. Pour la partie financement, l'investissement a été porté par la collectivité. Le département a débloqué une enveloppe d'un peu plus de 39 000 €. L'État 9 000 avec le dispositif France Relance. Le coût total s'élève à 47 190 €. Le reste à charge est supporté localement ainsi que l'aménagement de l'espace vert et du parking attenant. Comment développer, arriver à maintenir des producteurs sur notre commune. La désertification, elle est présente et c'était de dire voilà, comment on peut amener un plus à nos commerçants pour qu'ils restent sur notre territoire. En fait, voilà, les clients, moi j'ai des clients qui viennent à la boucherie, mais qui viennent aussi là. Et le lendemain, ils me disent l'autre jour je suis allé au casier, j'ai pris ça. Ouais, en fait, voilà, les clients jouent le jeu et ils nous connaissent aussi d'avant tous plus ou moins. Donc du coup, voilà, c'est des produits qu'ils connaissent aussi. Et pour les touristes, ça fait un appel aussi à nous faire connaître et à venir après dans nos magasins ou sur les marchés pour d'autres. Mais voilà, c'est un bon appel à la clientèle. Je pense que ça répond à plusieurs objectifs. C'est d'abord aider évidemment les producteurs à avoir de la visibilité et à vendre leurs produits dans un circuit le plus court possible pour les habitants. Et en fait, cette idée de casier, ça permet aussi à celles et ceux qui ne travaillent pas forcément sur la commune de ne pas être tenus par des horaires. Dès 2021, l'association L'Entre-deux, nom au subtil jeu de mots, est créée pour gérer ce commerce. Elle revêt la forme d'une ESS, une entreprise sociale et solidaire. Vous avez notamment dans des légumes, vous savez, des légumes des fois qu'on n'arrive pas parce qu'ils ont une forme un peu particulière, et le producteur affiche un prix un peu réduit pour permettre aussi à une catégorie sociale de la commune de pouvoir accéder à des produits de qualité. Nous, on va faire un panier à peu près moyen, on ne va pas trop non plus faire un panier à 50 €, quoi, parce qu'il faut aussi laisser la place où que, voilà, s'ils veulent prendre un peu de viande, ils peuvent prendre aussi du fromage, des légumes, des œufs, voilà, histoire qu'il y en ait pour tout le monde aussi, quoi. Mais oui, mais je crois qu'en fait ça répond, vous savez, nous sur notre projet politique, il y a toute une partie, c'est sur le bien vivre ensemble, et il y a une partie sur la transition écologique. Et la deuxième partie sur la transition écologique, il y a évidemment toute la relocalisation en fait de l'économie et évidemment l'agriculture avec tout le travail que l'on mène autour du projet alimentaire territorial aussi, c'est la relocalisation d'une agriculture, d'une alimentation durable, locale, accessible à tous. Tout simplement, l'association va percevoir la totalité de l'argent chaque fois que vous payez. Et comme les casiers sont répartis par numéro à des producteurs, ils peuvent faire la division facilement et l'association reverse aux commerçants. Alors moi, c'est un peu en fonction des saisons. En ce moment, donc, il y a pas mal de raclettes pour faire des raclettes. Et après, on va retrouver donc, des produits, des petits pélardons, de la tome de brebis, tome de chèvre,
des fromages à consommer soit maintenant, soit chaud, soit comme on veut. Si on peut y trouver des légumes bio de saison, du fromage au lait de brune ou de la viande, on peut aussi faire de belles découvertes de produits peu connus comme le kombucha. Kombucha, donc c'est une boisson fermentée à base de thé qui est riche en probiotiques. Et on fait aussi, donc avec ma femme, des légumes lactofermentés qui amènent des probiotiques, mais sous forme de légumes, sous forme solide. Donc on ne pensait pas que ça se vendrait autant. On était déjà un peu connus sur le secteur Marvejols et Bourg-sur-Colagne parce qu'on est sur les marchés et en magasin. Et on ne pensait pas qu'il y aurait un bon débit. Au final, les gens viennent acheter. Donc ça, c'était ma crainte au début, quand les casiers se sont lancés. Et en fait, il y a un bon débit. Et ça ne va pas nous pénaliser par rapport aux ventes qu'on a sur les marchés ou dans les magasins, bien au contraire. Nouveau venu dans le paysage des commerçants, ce nouveau mode de consommation a su trouver sa place et son modèle économique, tant il est adapté à la demande. Et ben en fait, on a des notifications par mail. Dès qu'un casier est vendu, on a un mail qui est envoyé qui nous dit tel casier est vendu et on peut venir le remplir. Et on peut avoir en temps réel, on peut savoir combien on a de casiers vides par personne, par producteur. Si le lancement a été confidentiel, le succès est au rendez-vous. Et le chiffre d'affaires avoisine les 100 000 €. Il permet ainsi à l'association L'Entre-deux d'envisager sereinement l'avenir et l'élargissement de l'offre. Alors oui, il y a des producteurs qui ont pas cru au démarrage, qui aimeraient taper à la porte. Maintenant, moi je leur dis, nous le rôle d'une collectivité, c'est d'initier le projet. On l'a initié et maintenant l'association, si elle veut s'agrandir, vous pouvez voir, il y a encore de la place. On pourrait rajouter d'autres casiers, mais ça c'est la décision, ça sera à l'association. Samedi 11 et dimanche 12 novembre, le lycée agricole François Rabelais de Saint-Chély a accueilli la 4e édition du concours de la maréchalerie. Un week-end chargé où les professionnels de la filière ont démontré tout leur talent lors d'épreuves chronométrées. Si le métier reste confidentiel, il y a de l'avenir car de nombreux jeunes y sont inscrits. Un reportage de Marion Guibaudot. Pour cette 4e édition, 90 concurrents français, italiens, belges et espagnols se sont affrontés lors de cette surprenante compétition. Dans un temps imparti, les maréchaux ferrants ont dû prouver leur savoir-faire en créant des fers à chevaux d'après un modèle dessiné dans un premier temps. C'est une organisation, comme le disait Pierre-Jean, on a les jeunes qui sont là pour nous donner un coup de main et c'est important, mais aussi tous les personnels, qu'ils soient enseignants ou non enseignants, donnent vraiment la main. Et c'est vrai que s'il n'y avait pas toutes ces équipes aussi derrière nous, ça ne serait pas facile d'organiser ceci. Voilà. Donc, et l'importance de l'organiser dans un établissement, Pierre-Jean le disait, en termes de recrutement, d'orientation, de faire connaître l'établissement au niveau national et européen, puisque sachant qu'il y avait des Espagnols, des Italiens, des Belges et Suisses, je crois, sur ce concours, ça fait rayonner l'établissement et la Lozère, bien sûr, au niveau européen. Alors au niveau des filières, on a plusieurs filières. Enfin, on a une filière Maréchal Ferrand, mais on a le CFA, CFPPA, et qui fait donc du CAP et du BTM, brevet technique des métiers, en Maréchal Ferrand, et on a le CAP Maréchal Ferrand, formation initiale. L'épreuve reine du week-end a bien entendu été le ferrage des chevaux qui s'est lui aussi déroulé d'après un chronomètre. Les concurrents avaient près d'1 heure pour créer un fer à la taille de chevaux de trait gracieusement prêté par des propriétaires et centres équestres connus des professeurs du lycée agricole François Rabelais à Saint-Chély-d'Apcher, avant de ferrer eux-mêmes les chevaux. Pour ce qui est des élèves, en fait, on a une trentaine d'élèves de CAP maréchalerie et de CAP palefrenier et soigneur qui sont là en tant que bénévoles, qui nous aident complètement dans l'organisation et qui sont indispensables. Sans eux, on ne pourrait pas organiser un tel événement. Et après, en participation au concours, on a des élèves apprentis BTM qui participent au concours dans les catégories novices et intermédiaires. On est assez fiers d'eux parce que les remises des prix, il y avait pas mal d'élèves du lycée. Si ce métier peut paraître anachronique aux yeux de certains, cette compétition a prouvé au vu du nombre d'inscrits qu'il intéresse toujours. En France, près de 2000 maréchaux ferrants exercent leur talent auprès des chevaux. Le nombre de concurrents était d'ailleurs volontairement limité à 90 par le lycée agricole qui ne pouvait en accommoder plus. Mais le nombre premier d'inscriptions avait largement dépassé la centaine. L'importance d'organiser un concours, en tout cas dans un lycée agricole où on enseigne la maréchalerie, ça permet aux gens de se rencontrer, ça permet aux professionnels de venir connaître notre établissement et partager avec nos élèves. Et ça nous permet aussi de nous faire connaître
par le biais des professionnels. Et après, il y a un but aussi à terme à l'organisation de ce concours, c'est un but pédagogique pour les élèves de connaître la compétition dans l'artisanat et en maraîchalerie, et ensuite de pouvoir avoir des fonds pour emmener les élèves en voyage scolaire. Pour les élèves du lycée agricole inscrits en filière maraîchalerie et cheval, ils ont ainsi pu se frotter de près à ce qui sera, pour certains, leur future voie professionnelle. Alors, filière d'avenir, moi je pense que oui, mais je vais passer la parole à Pierre-Jean, qui est quand même plus du métier, hein, qui donnera un peu plus le côté professionnel qu'il connaît bien. Alors du coup oui, on peut parler de filière d'avenir en sachant que c'est un métier en fait, qui recrute en permanence. Il y a un besoin permanent de maréchaux ferrants pour les chevaux de sport, pour les chevaux de loisirs, etc. Et de plus en plus de salariat en maréchalerie, chose qui est assez nouvelle depuis une dizaine d'années. Oui. C'est un métier qui est relativement compliqué pour se développer, dans le sens où c'est physiquement très contraignant, que c'est souvent des indépendants, donc il faut créer sa clientèle, il faut quand même avoir une vraie motivation et une vraie passion pour ce métier-là. C'est pas un métier qu'on fait comme ça, comme un autre. Voilà. On a quasiment plus de filles en formation que de garçons à l'heure actuelle. À titre d'exemple, là en première année en CAP, j'ai un garçon sur une classe de 7. Voilà. C'est effectivement de plus en plus souvent qu'on a des filles en formation, et de plus en plus, et ça se passe très bien. Ça se passe très bien. Malgré le fait que ce soit physique, on adapte le poste de travail, les choses sont bien mieux dressées que ce que c'était avant. On fait de moins en moins de chevaux lourds, on a la possibilité de choisir la clientèle dans laquelle on veut travailler, et ça permet à tout type de physique de pouvoir exercer ce métier correctement. Il faut juste savoir se préserver, je pense. Et si Mister France Agricole 2024 était lozérien? Si pour Jérôme, qui est apiculteur professionnel, c'est sa deuxième participation. Pour Mathieu, qui est pompier volontaire à Chirac, il est aussi ouvrier agricole, c'est une première. Nous sommes allés à leur rencontre. Un métier qui mérite d'être connu. Le métier d'agriculteur a une grande place en Lozère. Et c'est un métier qui doit être bien reconnu, même en Lozère. Jérôme et Mathieu sont deux agriculteurs lozériens. Ils se présentent à l'élection de Mister France Agricole avec l'objectif affiché de représenter la Lozère et le métier d'agriculteur. Si Jérôme Clavel du coup l'avait refait l'année dernière, s'était présenté aussi. Ouais. Donc je sais que cette année il a relancé une candidature. Donc voilà, donc c'est sympa quoi. Entre Lozériens. C'est la deuxième fois, oui. Ouais, tout à fait. Ouais. Parce que du coup, j'avais trouvé cette initiative l'année dernière et j'avais trouvé ça pas mal au regard des différents profils qu'il y avait sur la page de l'événement, là, Mister et Ministère agricole. Et j'avais vu qu'en fait, il y avait très peu d'apiculteurs. Et donc, je me suis dit, étant donné l'audience qu'avait cette page et que ça touchait les jeunes agriculteurs, je me suis dit que tiens, un apiculteur, ça surprendrait peut-être les jeunes agriculteurs qui y sont sensibles. Et donc voilà, j'avais candidaté, quoi. C'est un concours national qui a pour but de promouvoir de façon positive et souriante le monde agricole. Une association est à l'origine de ce concours qui a réuni 400 jeunes agriculteurs qui s'étaient portés candidats l'an passé. Le concours se décompose en plusieurs catégories. Les vainqueurs seront déterminés par le nombre de j'aime sur la page Facebook de l'événement. J'ai décidé de participer à ce concours parce qu'aujourd'hui je me sens de plus en plus concerné par l'agriculture, par là où l'agriculture va, et par aussi tout ce qui entoure l'agriculture, que ce soit notre département, notre région, notre terroir, nos traditions. Aujourd'hui, on voit que l'agriculture, comme on peut le voir tous les jours, on est de moins en moins bien vu, quoi, parce que le monde agricole, c'est un peu en ce moment sous toutes les tensions, quoi. Si pour Mathieu, 23 ans, salarié agricole et pompier volontaire, c'est la première fois qu'il tente sa chance, Jérôme, apiculteur professionnel, en est à sa deuxième participation. Installé en Aubrac, cet apiculteur de 31 ans a la tête bien posée sur les épaules. De retour d'un salon professionnel, il nous a accordé une interview téléphonique. Ben oui, voilà, c'est de faire découvrir un métier qui est connu, mais finalement pas tant que ça, surtout de manière professionnelle, puisqu'on connaît tous un apiculteur en amateur. Mais de là à en vivre, il y a quand même un monde. Et ouais, l'idée, c'est, voilà, et plus globalement, c'est de parler, voilà, des jeunes qui sont des campagnes, issus des campagnes, et montrer qu'en fait, on peut très bien réussir dans nos zones, et qu'on a tous des idées. Il n'y a qu'à voir tous les profils qu'il y a sur cette page, des jeunes installés comme moi, ou pas, comme l'autre lozérien.
Mais voilà, on a tous quelque chose à véhiculer et pourquoi pas représenter les jeunes au salon de l'agriculture. Et moi, voilà, c'est quelque chose qui m'effraie pas du tout. Je cherche pas spécialement la lumière, mais je trouvais intéressant de parler de ce qu'on fait. On a un joli territoire. Il est certes difficile d'y faire du miel parce qu'on est obligé de transhumer énormément. On est sur des miels qualitatifs, mais pas forcément quantitatifs. Mais du coup, c'est pour ça que je l'ai appelé Oxymiel, quoi, parce que c'est vraiment faire goûter aux gens le terroir. Et notre terroir occitan, voilà, vous le savez puisque vous le défendez aussi, il est important, quoi. À la tête de 200 ruches avec la démarche qualité agriculture biologique, c'est un agriculteur passionné qui est ultra connecté sur les réseaux afin de partager au plus grand nombre sa passion des abeilles. C'est important, comme je vous dis, ça va avec la même démarche que j'ai, voilà, de faire du contenu, alors à ma juste mesure, comme je peux, mais voilà, et donc on trouve toujours du temps, je pense. Ouais. Si Jérôme est devenu apiculteur, c'est avant tout une grande histoire de famille dont son grand-père Jean-Baptiste Loupia, artiste peintre et résistant dans le maquis, fut déporté à Dachau durant la Seconde Guerre mondiale. Il a joué un rôle déterminant pour Jérôme. Donc c'est quelque chose qui a beaucoup de sens, surtout que, si vous voulez, j'ai un grand-père qui était un grand résistant, qui s'est battu pour ses convictions, et moi, mon cursus scolaire, il est à l'image de ce que je peux penser, et donc m'installer et être en agriculture biologique, ça a beaucoup de sens pour moi, et donc c'est aussi, vous voyez, rendre hommage à mon grand-père qui s'est battu pour ses idées, et donc voilà, c'est pour ça que je me suis installé à mon compte, voilà, pour montrer qu'est-ce que c'est mon univers, qu'est-ce que c'est le bio, et montrer aux gens que voilà, c'est derrière le produit, il y a une personne, il y a des défis, il y a des démarches, et c'est un peu tout ça, quoi. Pour essayer de m'en sortir, mais c'est moi qui transforme, c'est la même idée de qualité. Tous les ingrédients sont bio et locaux. Je fais marcher à mes voisins du village, puisqu'il y a les galinettes du Tiaoulas qui font des œufs de très bonne qualité. Donc vous voyez, on est sur des produits frais, quoi. Autre candidat lozérien, Mathieu, lui, est marié et il est papa d'un petit Justin de 2 ans et demi. Alors ma femme au départ a rigolé plus ou moins, donc c'est vrai que bon, c'est pas commun de se présenter à une élection Mister au niveau de l'agriculture, quoi. Il a 2 métiers passion. L'agriculture débutée dès l'âge de 13 ans chez des éleveurs au Chastel-Nouvelle. Et c'est logiquement qu'il passe un bac pro CGEA au lycée Terre-Nouvelle de Marvejols. Et il est depuis ouvrier agricole. Et parallèlement, il est aussi pompier volontaire depuis 7 ans. Pour moi, c'est important. C'est quelque chose qui est le plus important dans ma vie, quoi. Ma femme le sait d'ailleurs. Je lui avais dit... Le jour où on était ensemble, j'ai dit écoute, je suis pompier. Pour lui, s'engager auprès des autres est une évidence. Alors, l'agriculture, c'était mon rêve d'enfance. Donc, je ne suis pas né du tout dans le milieu agricole. Mes parents ne sont pas agriculteurs. J'étais intéressé depuis tout petit. Et en fait, en grandissant, je suis allé vers ma passion en allant au lycée Terre-Nouvelle, où j'y ai fait 5 ans. Et les pompiers, c'était pareil, c'était un rêve d'enfant, quoi. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir réussi ces 2 rêves, quoi. Et soutenir un candidat, c'est bien plus qu'un simple vote. Ah oui, j'ai senti une accélération des likes et j'ai senti surtout le soutien du peuple lozérien, quoi. Vraiment, on touche à notre terroir, à notre patrimoine, et de suite, les gens participent et défendent aussi, eux, leur patrimoine en me soutenant, quoi. Alors ici, je suis ouvrier agricole, donc en fait, je travaille sur cette exploitation 2 jours et demi par semaine. Et je travaille sur une autre exploitation 2 jours et demi par semaine aussi. Donc ce qui me fait un plein temps, 40 heures par semaine, quoi. Pour les candidats élus, cela demandera un engagement pour représenter le titre durant toute une année. Nos Lozériens sont prêts à s'investir pleinement au cas où. Oui, alors il y a des engagements. Déjà, il y a le salon de l'agriculture. Il me faut être présent au salon de l'agriculture et à Cournon. Donc c'est un engagement où j'irai et j'en tiendrai mes engagements. Je serai content et très fier de participer au salon de l'agriculture pour défendre mon métier et la valeur de la Lozère. Aujourd'hui, l'un des candidats lozériens serait 2e au classement général. Alors, pour soutenir nos agriculteurs, rien de plus simple, aidez-les à obtenir le plus de likes sur la page Facebook du concours. Mais en tout cas, à chaque fois que la Lozère a de la visibilité, voilà, c'est bien et c'est souvent le résultat de l'engagement de Lozériens et Lozériennes. Puis, on a souvent des prix quand même, hein. Donc c'est pour ça que là, il faut y aller à fond. C'est un Nantais qui avait remporté le titre de Mister France Agricole 2023. Alors vous avez jusqu'au 8 décembre pour liker et partager comme on dit. Résultat, le 16 décembre en direct sur TF1 pendant la soirée des Miss France. Alors, on compte sur vous ?
Ah ben bien sûr, oui. Si c'est pas fait, on va le faire. Je vous rappelle que nous sommes en direct sur votre JT Lozère. Nous sommes en direct depuis la médiathèque Lamartine-Amande à l'occasion de l'inauguration d'une exposition qui aujourd'hui est consacrée à l'entreprise Boucharenc et ce dans le cadre de la Semaine de l'Industrie. Marion vous en parlera plus dans quelques instants avec ses invités. Sans plus tarder, partons dès à présent faire le tour des actualités en bref. L'Harmonie demande à 10 ans. Rendez-vous était donné le 10 novembre au théâtre municipal où l'Harmonie a donné un concert à l'occasion de son 10e anniversaire. Pour cette célébration, un chef d'orchestre et un programme d'une dizaine d'œuvres ont fait revivre en musique les 10 années d'existence de l'ensemble. Un répertoire riche qui a fait appel à tous les genres, allant du classique, de la variété, de la musique de danse, du folklore brésilien, argentin ou portugais, du jazz ainsi que des pièces spécialement écrites pour orchestre d'harmonie. Fondé fin 2012 sous l'impulsion du sénateur-maire Alain Bertrand et de l'élu Jean-Claude Moulin, les premiers concerts ont été donnés dès 2013. C'est Loïc Loisel qui en a assuré la direction jusqu'en 2017. L'orchestre comptait des membres issus de la fanfare Jeanne d'Arc qui animait les moments festifs mandois depuis les années 60. Actuellement, la direction musicale est assurée par Éric Parra. Il est aussi le directeur de l'école départementale de musique. À l'issue du concert, un moment convivial a été donné où les bougies ont été soufflées par les musiciens. Un monument aux morts à la silhouette lozérienne a été inauguré le 12 novembre à Prévenchères. C'était un souhait de la municipalité que de rendre un vibrant hommage aux morts pour la France durant la Grande Guerre et particulièrement aux enfants de la commune. Représente parfaitement les valeurs d'authenticité, de simplicité, voire de rudesse de la vie locale au début du XXe siècle, au moment où éclate le conflit le plus meurtrier dans l'histoire de France, avec près d'1,5 million de morts. Et sur le monument inauguré par les officiels et les enfants qui ont été associés à ce devoir de mémoire, on peut lire une citation du poète dramaturge exécuté, l'espagnol Federico García Lorca. « Rien n'est plus vivant qu'un souvenir ». Sur ce nouveau monument aux morts, on y retrouve dorénavant les 68 noms des poilus nés dans la commune ou vivant dans celle-ci au moment du conflit. La réalisation et la mise en place des plaques ont été le fruit d'une étroite collaboration entre la commune de Prévenchères et les comités du souvenir de Villefort. Dimanche 12 décembre, simultanément à la marche civique à Paris contre la recrudescence des actes antisémites, l'association des maires de la Lozère a appelé les élus et les concitoyens lozériens à se rassembler devant leur mairie. Devant la préfecture de la Lozère, nous nous rassemblons pour exprimer notre solidarité envers les valeurs qui définissent notre société, nous dit Guillaume Boniciel, le directeur de l'AMF 48. Un message lu en présence des officiels ainsi que de concitoyens trop peu nombreux à s'être mobilisés. Au directeur de conclure ainsi, je cite, « Ensemble, faisons de cet événement un moment symbolique de paix et d'unité, démontrant que nous rejetons fermement toute forme de haine. » Pour Alain Struc, qui était en déplacement hors département, la MF 48, en tant qu'institution représentative de toutes les communes de la Lozère, a toujours défendu les principes intangibles de la laïcité, de la liberté et de la justice. Ces principes fondamentaux garantissent à chaque citoyen le droit inaliénable de penser librement et de vivre en sécurité. À l'issue du rassemblement, la Marseillaise fut entonnée. Fusion ou défusion de la commune de Mont-Lozère-Égoulé. Les électeurs de Bagnoles-les-Bains se sont rendus aux urnes le dimanche 12 novembre pour élire une liste de membres de la commission consultative chargée de rendre un avis sur une éventuelle modification des limites territoriales de la commune de Mont-Lozère-Égoulé, et ce en vue d'ériger le territoire de la commune déléguée en commune éventuellement séparée. Les urnes ont parlé. Selon Pascal Bory, le maire de la commune de Mont-Lozère-Égoulé, 72% des votants se sont exprimés en faveur de la liste de diffusion dont l'intitulé est « Commission citoyenne raisonnée et raisonnable ». Pour l'heure, la préfecture n'a pas communiqué les résultats officiels. La fusion des communes est une volonté gouvernementale. La loi du 16 décembre 2010 crée un nouveau dispositif permettant de réduire le nombre élevé de communes en France, la commune nouvelle. La fusion vise à adapter l'organisation des communes nouvelles à la diversité des territoires en améliorant certaines modalités de gouvernance et de fonctionnement.
En Lozère, 3 communes entament ou ont entamé un processus de diffusion. Bel-Air-Val-d'Ans, Quézac et Bagnoles-les-Bains. Une démarche complexe qui doit encore passer par une enquête publique pour Bagnoles-les-Bains. Une décision préfectorale sera rendue aux alentours du printemps ou de l'été 2024. À Méruès, mardi, c'était jour de plantation pour les élèves de l'équipe des écomotivés du collège André Chanson. Une journée organisée dans le cadre de la démarche éco-collège de l'établissement où les élèves travaillent sur le thème de la biodiversité. Ils ont réalisé un diagnostic et mesuré le niveau de biodiversité potentielle au collège. Au bilan, la cour de l'internat offre très peu d'habitat pour les êtres vivants comparé à la forêt voisine. Bonjour, nous sommes les 6e du collège André Chanson de Méruès. On a mesuré la biodiversité dans notre collège et pour l'augmenter, on a planté des arbres dans notre cour de l'école. Les élèves ont donc décidé d'installer plus d'arbres dans la cour et pour cela, l'équipe des éco-délégués a postulé au projet. La forêt s'invite à l'école. Et truc de gueudin, ils ont gagné une dotation de jeunes arbres. Et qu'à cela ne tienne, les employés communaux du service technique de Méruès les aident pour faire les trous sur le terrain de l'internat. Chaque collégien a planté un arbre. Ils ont ainsi créé une haie diversifiée afin d'augmenter la biodiversité dans l'établissement. En expert, ils ont pour devise le proverbe « à la Sainte-Catherine, tout prend racine ». Ils suivront la croissance au fil du temps. J'espérons que ça va, nous les éco-délégués, que ça va vous encourager à vous aussi planter des arbres, parce que la nature, elle en a besoin. La 10e édition du Salon du Livre de Mende avait cette année pour thème littérature et gourmandise. Organisé par la médiathèque Lamartine et les amis de la médiathèque, cet événement a réuni une quarantaine d'auteurs, illustrateurs et libraires à la Halle Saint-Jean samedi 18 novembre. Durant la semaine, différentes animations avaient eu lieu auprès des scolaires notamment. 6 auteurs et illustrateurs y ont animé des ateliers. Ils sont jeunes, très jeunes et déjà élus pour 2 ans. Ils siègent au conseil départemental des jeunes de la Lozère. Positionner les jeunes comme de véritables bâtisseurs et non plus simplement comme bénéficiaires, telle est la politique jeunesse du département. L'ambition est de créer des conditions pour guider les jeunes de demain en tant que citoyens et responsables. Totalement investis jeudi dernier, ils ont tenu leur première séance plénière. Le CDJ est composé de 24 membres. 24 suppléants seront élus prochainement. Ils viennent des collèges publics, privés et des CFA. Ils incarnent la jeunesse, l'enthousiasme et surtout une voix pour tous les jeunes dans les décisions qui concernent notre territoire. Je trouve ça intéressant de pouvoir leur proposer des idées aux adultes qui n'ont pas forcément, eux, des idées pour améliorer le quotidien, tout ça, en tant que jeunes. Et j'ai trouvé ça intéressant et du coup j'ai pris l'occasion. Le conseil se réunira 5 fois en commission territoriale et 3 fois en séance plénière au cours des 2 ans de mandat pour discuter des sujets d'intérêt pour les jeunes, proposer des projets et des initiatives et travailler en collaboration avec les élus et les services du département et les acteurs de la jeunesse. Ils sont répartis en commissions territoriales, nos jeunes élus. Ils ont pour mission de proposer des actions concrètes sur des sujets du quotidien, aussi variés que la culture, l'alimentation, le numérique, la mobilité et bien d'autres. La création de ce nouvel espace de participation et d'engagement est une première pour le département. C'est une chance pour ces jeunes de contribuer activement à façonner l'avenir de la Lozère. Un bilan sera effectué à l'issue de leur mandat en 2025. Une petite frayeur sur la D901 au niveau de Sainte-Hélène. Suite aux intempéries dues au dernier coup de vent tempétueux, le jeudi 16 novembre, 2 poteaux EDF situés de part et d'autre de la départementale ont cédé, les fils électriques menaçant de chuter sur la route. L'entreprise Enedis est intervenue jusqu'à tardivement en soirée afin de sécuriser les lieux. La distribution d'électricité a été interrompue durant quelques heures. C'est finalement lundi que l'entreprise aura totalement remis en service le réseau de distribution en chargeant les poteaux défaillants. Jeudi 17 novembre, à l'appel des syndicats agricoles majoritaires du département, la FDSEA et l'EGIA, une manifestation a eu lieu devant les locaux de la DDT à Mende. Ce rassemblement a été organisé pour dénoncer les agissements de l'État, notamment sur le dossier des prairies sensibles et pointer le ras-le-bol généralisé des agriculteurs du territoire. Un agacement qu'ils ont notamment exprimé en versant du fumier devant l'immeuble de la DDT en y livrant une parcelle de prairies sensibles. Les prairies sensibles sont une épine majeure dans le pied des agriculteurs lozériens puisque les parcelles ainsi désignées sont désormais interdites de labour, remettant en cause les résultats économiques futurs et les objectifs des exploitants qui ont été mis devant le fait accompli.
Parmi les autres dossiers évoqués lors de cette matinée, les campagnols et la prédation lupine qui mettent une certaine pression sur les éleveurs lozériens. Bonjour, je vous rappelle que nous sommes en direct de la médiathèque de Mende où est installée l'exposition sur l'entreprise Boucharinck, exposition qui se déroule dans le cadre de la Semaine de l'Industrie. Avant de discuter plus avant du sujet qui nous amène de ce soir, Monsieur le Préfet, je voulais savoir si vous souhaitiez réagir au sujet que nous venons juste de regarder sur la manifestation des agriculteurs sur les prairies sensibles notamment. Bien, cette problématique de prairies sensibles est effectivement une épine dans le pied des agriculteurs qui l'ont découvert récemment, mais qui est une mesure de la politique agricole commune que la France a négociée dans les années 2018-2020. Et nous cherchons actuellement les passages, les voies, les moyens d'arriver à proposer des solutions aux agriculteurs qui seraient vraiment trop coincés par cette disposition qui effectivement interdit de labour mais n'interdit pas le travail du sol. Donc il y a peut-être des façons de faire qui permettront de préserver une certaine souplesse dans l'exploitation agricole. Donc vous dites que les agriculteurs ne devraient pas perdre espoir tout de suite. Il ne faut pas perdre espoir parce que d'abord ce sont des périodes, chaque politique agricole commune fonctionne par période de 4, 5 ou 6 ans, donc c'est un temps. Et puis manifestement c'est une disposition qui n'avait pas été anticipée, dont les conséquences n'avaient pas été anticipées. Donc il faut chercher très sereinement les voies et moyens pour garder un peu de souplesse et puis travailler pour que durant la prochaine PAC, ça ne se reproduise pas. Je vous remercie de cette réaction à chaud. Je suis donc avec Philippe Castanet, préfet de Lozère, et Madame Boucharinck, co-gérante de l'entreprise Boucharinck, pour parler de cette exposition qui vous concerne, votre entreprise. Donc, Monsieur le préfet, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots ce que c'est que cette semaine de l'industrie, cet événement ? Alors c'est un événement qui existe depuis plusieurs années, qui vise à mettre à l'honneur l'industrie en France, dans un pays qui a trop longtemps cherché à se désindustrialiser au motif que l'industrie c'était polluant, c'était sale, c'était des métiers subalternes et qu'il fallait une société tertiaire. Il y a un effet de mode, un effet de modernité. On a confondu le tertiaire et la modernité et on s'est rendu compte que l'industrie était une valeur fondamentale et que l'industrie portait, comme l'agriculture d'ailleurs, dont on vient de parler, portait l'économie d'un territoire et que le tertiaire n'existait que parce qu'il y avait cette industrie et cette agriculture, secteur primaire et secondaire, donc premier et deuxième, qui étaient présents. Et donc cette semaine vise à mettre à l'honneur l'industrie. Donc il y a plusieurs entreprises qui sont mises à l'honneur et aujourd'hui c'est l'entreprise Boucharinck qui en Lozère fait des merveilles. Et justement, 12e édition de cette semaine de l'industrie, vous avez choisi l'entreprise Boucharinck. Pourquoi eux particulièrement ? Alors d'abord, quand nous faisons des choix d'entreprise, nous demandons qui est volontaire. Donc l'entreprise Boucharinck, madame ici présente, c'est déclaré volontaire parce que c'est communiquer, se montrer, ça n'est pas naturel pour une entreprise. Il y a trop de travail à l'intérieur, trop de sujets, trop de commercial à faire, de recrutement, enfin il y a beaucoup de travail. Donc déjà des volontaires. Et puis après, Boucharinck, c'est une entreprise merveilleuse qui remet les personnes droites, qui fait un travail à la fois très manuel et extrêmement intellectuel avec des outils très modernes. On est à cheval entre le médical, le patrimonial, on va du bois au scanner. Et c'est ça qui est assez remarquable et qui nous a paru très intéressant. Ça montre l'industrie sous un jour qui fait envie. Je vous remercie. Madame Boucharinck, bonsoir. Merci d'être avec nous ce soir. Pour nos auditeurs qui nous écoutent et qui nous regardent aussi, pour nos téléspectateurs, expliquez-nous en quelques mots, qu'est-ce que c'est l'entreprise Boucharinck ? Eh bien, bonsoir. Alors, l'entreprise Boucharinck, déjà, c'est une entreprise familiale qui a été créée par mon arrière-grand-père. Mon grand-père en fait, et mon père s'est spécialisé en orthopédie dans les années 65 à peu près. Moi j'ai repris la suite et donc maintenant mon fils va me succéder. Podo-orthésiste, c'est un spécialiste de l'appareillage du pied. Donc effectivement on fait un appareillage mais il faut que cela ressemble à des chaussures et si possible, le plus possible à des chaussures du commerce. Et il faut également que le pied droit ressemble au pied gauche. Pour avoir une esthétique quand même y passer inaperçue. Et donc vous faites à la fois les semelles, à la fois les chaussures vous-même. Vous faites de tout de A à Z finalement dans cette entreprise. Tout à fait.
On part de la consultation initiale avec le patient. On va déterminer le type d'appareillage qui convient à son problème. À partir de là, soit on va réaliser uniquement des semelles orthopédiques, des orthèses plantaires, par exemple pour un sportif. Mais le plus gros de notre métier, c'est également la chaussure orthopédique, où on est amené à réaliser des semelles et des chaussures quand les personnes présentent des... Alors, pas forcément un handicap, hein, parce que on peut pas tout ramener à un handicap, mais en fait, un inconfort, ne peuvent pas se chausser dans des chaussures du commerce ou ont besoin d'une aide thérapeutique. Et il n'y a pas besoin d'être sportif ou d'avoir de gros problèmes pour venir vous voir. Juste quelqu'un qui se torse fréquemment les chevilles peut avoir envie d'avoir une chaussure qui puisse l'aider finalement à être plus confortable. Exactement. Et reprendre des activités sans doute plus intéressantes après. Exactement, oui. D'accord. Donc, peu importe, on peut venir vous voir, vous appeler. Comment ça se passe ? Alors, il y a 2 circuits différents. Le premier rendez-vous, effectivement, vous pouvez prendre rendez-vous par téléphone. Ça va être un rendez-vous plus de conseils. On va regarder et analyser on va faire un bilan podolocomoteur en fait pour vérifier votre problème, analyser ensemble votre besoin. Ensuite, si c'est dans un circuit chaussures orthopédiques, c'est soumis en temps préalable, donc il faudra avoir une consultation médicale auprès d'un médecin spécialiste. Et ensuite, on se reverra pour prendre des mesures, pour réaliser ensemble, choisir ensemble la couleur, le modèle. Nous, notre cœur de métier, qui seront les adjonctions thérapeutiques pour vous aider, resteront à notre initiative, mais ensuite, chacun choisit à son idée. Je vois, merci beaucoup. Donc vous êtes lauréat de l'exposition du Fabriqué en France. Vous avez une exposition ici à Mende qui vous est consacrée. 2023, c'est l'année Boucharin, on peut dire ça comme ça. 2023, effectivement, c'est une année, on est assez fiers en fait, parce que c'est vraiment une reconnaissance d'avoir pu présenter nos produits, d'avoir pu présenter la Lozère à Paris. Donc on est assez fiers et aujourd'hui d'être à Mende, c'est aussi, on est sur Saint-Chély, donc forcément le nord de la Lozère, c'est proche du Cantal. Là, on est quand même content d'être dans le centre et dans la préfecture. Et justement, vous êtes une entreprise un peu particulière, vous travaillez sur des chaussures particulières. Comment, au sein de votre entreprise, vous travaillez pour garder les savoir-faire qui sont les mêmes, je crois bien, depuis que votre grand-père a créé l'entreprise, qui ont évolué bien sûr avec les outils, mais comment on fait pour garder tous ces savoir-faire et pour les transmettre aussi ? Alors, le savoir-faire, c'est le plus compliqué chez nous parce qu'il n'y a pas d'école, il n'y a plus d'école, on va dire, qui forment dans les métiers du cuir et de la chaussure. À savoir, si on veut, par exemple, tout le travail de piquage, d'assemblage des différents morceaux de la chaussure, il n'y a pas d'école dédiée à ça, il n'y a plus de CAP, tout ce qu'on pouvait trouver il y a quelques années. Donc aujourd'hui, on réalise beaucoup de formations internes. Alors, soit avec les anciens qui partagent leur savoir avec les plus jeunes. Donc c'est une façon, c'est une belle transmission, c'est une reconnaissance aussi pour toutes ces personnes qui ont travaillé pendant de longues années, qui maîtrisent sur le bout du doigt leur métier. Soit, si c'est quelque chose de plus technique, on va faire appel à, par exemple, au centre technique du cuir qui vont pouvoir nous apporter des conseillers beaucoup plus techniques. Ou alors, moi, je suis amenée, par exemple, à former en premier niveau tous les nouveaux arrivants dans l'entreprise. Je vois, merci. Alors, on est autour d'une table où il y a des outils que vous utilisez encore, je crois bien. Vous pouvez nous expliquer un peu quels sont les outils qui vous servent au quotidien ? Alors, les outils qui nous servent au quotidien, ce sont essentiellement les tranchées. Le tranché droit qui sert à couper le cuir, tout type de cuir. On a également sur le centre des pinces à monter pour réaliser le montage des chaussures. On peut réaliser ce montage des chaussures à l'aide d'une machine à monter, mais lorsque les déformations de la forme est trop complexe, on est obligé de le faire manuellement. Donc on utilise encore ces pinces-là qui sont valables et qui existent depuis, je pense, le début du siècle dernier. Les marteaux, bien évidemment, sont toujours d'actualité. On a toujours besoin d'un marteau. Le tranché de chasse-peau, le tranché de coupe, au final, on ne l'utilise plus parce que maintenant, il y a des tables de découpe qui nous donnent de la précision.
et qui nous font gagner en vitesse également. Je vois. Merci beaucoup. Monsieur le préfet, je reviens vers vous. L'industrie en Lozère, vous le disiez, est un secteur plutôt discret. Et pourtant, est-ce qu'on peut dire qu'il se porte bien sur le territoire? Alors d'abord, rappelons que les départements ruraux, et la Lozère ne fait pas exception, étaient des départements industriels. C'était agriculture, industrie. Le commerce se développait plutôt dans les grandes villes. Et donc, il ne faut pas oublier ce socle industriel qui a existé, qui était lié à la force de l'eau, à la force du vent, et qui permettait d'avoir de l'énergie et donc de produire diverses choses. Il y a eu une industrie textile florissante en Lozère, par exemple, et plus récemment, une industrie, une aciérie qui a pu perdurer et qui progresse à nouveau. Alors, est-ce qu'elle se porte bien, l'industrie? Disons que la Lozère est fière de son industrie. Et donc déjà, c'est la première étape. Parce que tout à l'heure, j'indiquais que l'industrie avait été exfiltrée à l'étranger pour éviter de s'adonner à des métiers qui étaient considérés comme très secondaires et qui n'étaient pas les métiers d'avenir. Donc la première étape est faite. Après, il y a des entreprises remarquables. Boucherinck en fait partie, mais on peut citer ArcelorMittal, on peut citer la fromagerie du Mas-Gros, on peut citer Crodarom, on peut en citer beaucoup d'autres, qui sont des sociétés qui sont des sociétés d'avenir et qui ont résisté, je dirais même mieux que résisté, qui ont continué à avancer à une époque où ça n'était absolument pas la mode, ou tout au moins où les programmes de soutien n'étaient pas aussi puissants qu'aujourd'hui. À l'époque, on n'allait pas faire des expositions à l'Élysée. L'industrie ne se montrait pas dans l'endroit le plus prestigieux de la République. Donc, il y a un très bon socle. Après, elle est quand même pas considérable. C'est un petit dixième de la population active. Il y a de la marge pour doubler. Et il y a besoin de cette population active pour progresser, parce que l'industrie bénéficie ici de main-d'œuvre qualifiée, de gens qui sont assidus au travail, attentifs, qui ne font pas 2 heures de métro ou 2 heures de train et arriver épuisés dans leur entreprise. Il faut faire un peu de route, il faut donc avoir son permis en général, mais on peut arriver. Et puis un cadre de vie qui quand même est assez exceptionnel. Et justement, Madame Boucherinck disait qu'il n'y a plus d'école pour former les élèves à son métier, par exemple, au métier dont ils ont besoin. Comment est-ce que l'État peut soutenir justement toutes ces choses-là dont l'industrie a besoin aujourd'hui, notamment dans un territoire rural? Le président de la République a annoncé une réforme de la voie professionnelle qui d'ailleurs s'ajoute à une autre vision des lycées professionnels et des CFA en France, voilà, qui d'ailleurs est passée par un regain d'intérêt pour l'apprentissage. On a doublé le nombre d'apprentis en France depuis 15 ans. Donc cette idée que l'industrie est porteuse pour les jeunes que nous formons, et les moins jeunes d'ailleurs aussi, est une idée qui est maintenant à peu près acquise. Et dans le cadre de cette réforme du lycée professionnel, nous travaillons avec les entreprises, avec le conseil régional, avec le conseil départemental, avec les lycées, l'éducation nationale, l'enseignement privé, à retravailler le programme de formation pour s'adapter aux besoins des entreprises, tout au moins pour offrir aux jeunes des débouchés. Et par exemple, nous réfléchissons à la renaissance d'une filière de maintenance industrielle dans nos BTS, pour que les entreprises qui veulent recruter des personnes dans la maintenance n'aient pas obligation d'aller chercher au bout du monde. Et au bout de la France déjà, voire au bout du monde. Ce sera des jeunes qui auront envie de vivre en Lozère, qui connaîtront le territoire, qui seront formés. Donc il y a un travail de fond qui est engagé et je ne doute pas que ça débouchera, puisqu'il y aura des stages et du travail. Alors je n'ai pas fait une investigation particulière sur les métiers de la chaussure. C'est peut-être plutôt du côté de Romans ou de Paris que pourrait renaître une école, mais c'est ce qu'il faut faire. Il faut redonner à des jeunes le désir de se lancer dans ces filières. Mais après, il faut un certain nombre de personnes. Et puis, il ne faut pas non plus oublier que la formation dans l'entreprise, c'est aussi une voie de formation, et une vraie. Mais ce n'est pas une formation au rabais. Il n'y a pas de diplôme qualifiant à la fin, le problème est là aussi. On peut imaginer des CQP, on peut construire non seulement des programmes de formation complets avec professeurs et compagnie, ou travailler sur les CQP, comme on l'a fait sur la pierre sèche, par exemple. Donc on peut peut-être imaginer que dans quelques années, l'entreprise Boucherinck délivre des CQP à certains de ses apprentis. apprentis. Je ne sais pas, pourquoi pas. Enfin, je crois qu'il faut, si on veut
viser la réindustrialisation, il faut ne s'interdire aucune ambition. Je ne dis pas que c'est faisable à tous les coups, mais si on commence par se dire que ce n'est pas possible, autant arrêter tout de suite et laisser nos entreprises vivoter doucement. Madame Boucherin, justement, puisqu'on parle de formation, vous avez 34 employés dans votre entreprise, si mon chiffre est exact. De quelle formation vous avez besoin, vous, de quel savoir-faire avant qu'ils arrivent, vous avez besoin pour vos employés? Alors, on a deux types de profils, on va dire. On a un profil qui est un profil paramédical, où on est obligatoirement tenu d'avoir des gens qui ont un BTS de podo-orthésiste. On espère justement dans l'évolution que ça va se transformer en licence, éventuellement master doctorat par la suite. Mais pour l'entreprise au sein de la fabrication, il est absolument nécessaire d'avoir des métiers manuels. Alors nous, il nous arrive parfois d'embaucher quelqu'un qui a un diplôme dans le bois, ébénisterie, parce qu'il a la faculté d'avoir une vision dans l'espace d'un objet, et c'est souvent ce qu'on recherche. Donc on a besoin pour faire les formes, voilà, de quelqu'un qui va travailler le bois, mais quelqu'un qui connaît aussi le cuir. Quand on a besoin parce qu'il y a des spécificités dans le cuir, donc quand on a besoin de couper, d'assembler les morceaux, on a besoin de profils comme ça. Ce sont des profils en fait qui peuvent être soit avant le bac, soit après, peu importe. L'idée pour nous, de toute façon, c'est d'avoir des gens qui vont être passionnés et donc qui vont aimer ce travail manuel en fait. Il faut aimer le travail manuel, quel que soit le métier, je vais dire, de l'entreprise. Est-ce qu'ils peuvent juste venir, par exemple, des gens qui ont envie de se lancer dans votre entreprise, peuvent venir toquer à votre porte? Vous cherchez des employés en ce moment? Alors, on cherche des employés, on en cherche relativement souvent parce que c'est quand même assez difficile. On est obligé de les former, donc, comme je vous disais, en interne, ce qui fait que ça demande un investissement dans le temps. C'est pour ça que avant que quelqu'un soit vraiment efficace à un poste, il faut compter entre 12 et 18 mois. Donc automatiquement, effectivement, on a intérêt à anticiper et anticiper beaucoup parce qu'il arrive aussi que certains jeunes se disent ça me passionnait mais au final ça ne me plaît pas forcément. Donc ils vont changer de voie, bien évidemment. Heureusement qu'ils s'en aperçoivent là, je vais dire. Mais si après la personne doit rester, effectivement, il faut qu'il y ait une formation qui soit assurée, qui va être un peu longue. Donc on a toujours besoin d'avoir des jeunes qui viennent taper à notre porte. Et monsieur le préfet, alors comment on encourage ces jeunes à venir dans nos entreprises, ici en Lozère? Alors pour les encourager, il faut parler des entreprises. Donc l'exposition est une façon d'en parler sans mettre de mots, puisque au-delà de notre petite soirée, là, les personnes vont passer, chercher des livres, des bandes dessinées, vont regarder, vont peut-être éveiller des vocations. Il faut en parler dans les réunions dans lesquelles on définit les programmes de formation. Puis il faut aussi envoyer des messages publics plus larges. Et j'ai le plaisir à dire à nos téléspectateurs que le Nord-Ouest Lozère a été lauréat d'un programme qui s'appelle Territoires d'industrie dans le cadre du grand programme France 2030, qui est un point d'appui pour la réindustrialisation. Et ça va permettre au secteur nord-ouest du département de se doter d'outils d'ingénierie, et ça va donner aux entreprises qui sont sur ce territoire une plus grande visibilité, j'espère l'envie d'investir, d'être soutenu pour investir. Et d'investir, ça ne veut pas dire que dans des machines, mais aussi dans de la formation. Et peut-être justement ce programme Territoire d'industrie permettra de justifier la création de filières de formation particulières. Alors il faudra essayer de trouver des points d'appui pour que les entreprises dans divers secteurs puissent former des personnes ensemble. Vous avez évoqué le fait que quelqu'un formé au bois vous convenait très bien parce qu'il avait ce sens manuel. Peut-être qu'il y a d'autres facteurs communs qui permettront d'avoir suffisamment de jeunes à former, pour assurer une formation dans la durée. Parce qu'on ne peut pas former des gens à l'unité dans des établissements scolaires avec à l'idée qu'il faudra 2 personnes une année, puis 0 pendant 3 ans, puis après 6. Non, il faut un certain flux pour que tous les jeunes qui s'engagent, ou les moins jeunes quand il s'agit de formation d'adultes, il ne faut jamais les oublier parce que 40 ans de carrière, ou 42 ans, on peut avoir envie de changer de métier. D'ailleurs, je imagine que ça peut être aussi soit une première partie de carrière, soit une deuxième dans laquelle on vient mettre ses savoir-faire dans un autre secteur de production.
Très bien. Juste pour revenir sur les événements de cette semaine, dans la semaine de l'industrie, est-ce qu'il y a d'autres événements qui sont prévus en Lozère pour mettre en avant l'industrie ? Oui, il y en a plusieurs. Alors, je ne suis pas très à l'aise pour en parler parce que je n'ai pas piloté la semaine de l'industrie. D'accord. Mais Je sais qu'il y a une des visites plusieurs. d'ArcelorMittal, par exemple, qui ont été Oui, prévues. mais les médias s'en font l'écho. Donc ça, c'est visite d'ArcelorMittal et cette exposition Boucharinck. Et puis, la fromagerie du Masgros fait une porte ouverte très prochainement. Je ne sais pas quel jour c'est. Non, je n'ai pas révisé là sur ce point précis, mais j'invite ceux qui nous écoutent, qui nous regardent, à aller sur Internet, ça figure, et à ne pas hésiter à aller visiter. Ça peut faire naître d'abord la fierté du territoire, connaître son environnement, parce que je pense que beaucoup de Lozériens ne connaissent pas Boucharinck, par exemple. Et puis éventuellement faire parler de cette entreprise, faire venir après des personnes dont on sait qu'elles ont telles compétences, qu'elles sont ailleurs, des cousins, des neveux, des Lozériens exilés, la diaspora. Non mais c'est comme ça que l'on attirera des personnes en Lozère, parce qu'il n'y a rien de mieux que quelqu'un qui a une racine lozérienne ou le désir d'être ici pour vivre ici. Et ça règle aussi en partie des problèmes de logement, d'habitude de cette vie sans beaucoup de transports en commun. C'est tout ça, parce qu'il faut quand même amener des gens dans notre environnement qui est un peu particulier. Justement, on parle d'environnement particulier. C'était ma prochaine question. La Lozère est un territoire ultra-rural. Le mot est inventé pour nous, presque. Comment on fait venir les gens en leur proposant une mobilité meilleure, par exemple, ou un logement décent, parce qu'on en manque aujourd'hui de tout ça. D'abord, il y a une multitude de personnes qui cherchent du travail, même s'il y a très peu de chômage ou de moins en moins en Lozère. Et un chiffre qui est toujours trop élevé, mais qui reste plus raisonnable qu'avant au niveau national. Une multitude de gens cherchent. Donc vous avez sur les milliers de gens qui cherchent du travail ou qui veulent changer de travail, certains dont l'objectif correspond à ce qu'on propose en Lozère, déjà. Il ne faut pas se dire que nous pouvons partir avec l'idée qu'une personne, il faut lui offrir quelque chose de clé en main, de stéréotypé. D'ailleurs, nous ne voulons pas en Lozère des gens stéréotypés parce que nous avons besoin de personnes qui sont en harmonie avec le caractère du département, qui n'est pas stéréotypé. Après, sur les questions de logement, il y a un flux de logement qui est disponible. Ce qui est sûr, c'est qu'il est insuffisant aujourd'hui. Il n'y a pas assez de logements locatifs et il y a le défi de la transformation énergétique qui fait qu'il faut... On ne peut pas mettre sur le marché décemment des passoires thermiques. Nous incitons avec les politiques publiques à faire, à construire, à rénover. Il y a MaPrimeRénov', MaPrimeAdapt', tous les dispositifs d'aide au logement social. Nous soutenons la création de logements communaux et ça réagit. Il y a beaucoup de logements mis sur le marché. Et quand je fais un tour, parce que nous sommes, nous, État, recruteurs, nos agents n'ont pas de passe-droit, je le précise. Eh bien, moi, je m'intéresse toujours aux qualités de logement des personnes que nous recrutons. Et dans 80% des cas, ils ont trouvé un logement qui leur convient. Après, évidemment, certains, on va prendre un terme un peu trivial, galèrent pour trouver. Et il faut que nous arrivions à créer du logement locatif dans ce département. Parce que tout le monde n'arrive pas qu'un projet d'achat de pavillon sur 2000 m² de terrain. Voilà, ce n'est pas le projet de tout le monde. Mais là, je viens d'ouvrir un poste. J'ai eu 2 candidates sur ce poste, vraiment qui désirent venir en Lozère. Elles savent à quoi elles s'engagent. Elles ont déjà une première partie de carrière. Elles veulent venir. Donc, c'est le dernier poste que j'ai ouvert. Je vous prends le dernier parce que c'est... Donc, il y a des personnes qui veulent venir. Il faut juste les trouver et que ça matche. Voilà, c'est tout le problème de la relation entre l'offre d'emploi et les besoins d'emploi. Donc au-delà de la mobilité, il faut aussi que les gens réfléchissent avant de venir et soient sûrs de leur coût. Oui, alors après on va travailler sur la mobilité, on va tenter une expérience de véhicules électriques sans permis pour les jeunes qui veulent aller en CFA et qui sont mineurs, ou des personnes qui n'ont pas les moyens de s'acheter une voiture, ou des personnes qui ont temporairement plus leur permis. Donc nous allons tenter. La mobilité, c'est une préoccupation. Le conseil régional y travaille. Il y a quand même des bus qui circulent. Il faut progresser. Quand vous allez dans certains lieux, vous avez des mobylettes ou d'équivalents, enfin des motocyclettes, des 2 roues à moteur ou des 2 roues, des vélos électriques qui sont mis à disposition. Alors on n'est pas avec Vélib à Paris, bien sûr. Mais
il faut adapter les solutions et le covoiturage qui est notre solution. Enfin, il faut être imaginatif. Chacun sa voiture, tous les matins on allume et on va bosser. C'est un modèle qui est certes est adapté au territoire ici, mais il faudra bien que nous aussi nous fassions la transition écologique et que nous trouvions des moyens pour être plus économes. Et Merci. tout aussi performants. Merci. Madame Boucharinck, votre entreprise est lozérienne depuis longtemps. Vous avez aussi été la première chef d'entreprise, si j'ai bien entendu tout à l'heure ce que vous disiez, ou l'une des premières femmes à chef d'entreprise. Vous ne l'imaginiez pas ailleurs à Boucharinck? Vous n'avez jamais envisagé de la déménager malgré les obstacles que peut poser la Lozère? Non, j'ai jamais envisagé. Je suis lozérienne et c'était une volonté de ma part, bien que pendant mes études, puisque j'ai fait mes études d'orthopédie à Paris, tout le monde... Tout le monde, en fait, avait des remarques assez désobligeantes sur le département, sur la population. Mais pour moi, c'était une réelle volonté. Et enfin, à un moment donné, c'est sûr qu'on n'a pas la population. C'est la certitude. On n'a pas tous les moyens que peut avoir une grande métropole. Mais en attendant, que ce soit dans une grande métropole ou que ce soit en Lozère, dans une petite ville, l'information, il faut aller la chercher. Donc, c'est une volonté et après, c'est un choix de vie. Du coup, moi, j'ai décidé de vivre en Lozère. Et quand il y a un salon, s'il faut aller à Munich, je vais à Munich. S'il faut aller à Milan, je vais à Milan. Peu importe, je vais chercher l'information, je vais me renseigner pour savoir qu'est-ce que je peux trouver pour être toujours au fait de ce qui se fait dans notre profession. Et finalement... Ça ne vous empêche pas de rayonner au-delà des frontières de la Lozère. Voilà. Est-ce que vous avez des projets dont vous voulez nous parler pour Boucharinck, pour les années qui viennent, des choses qui vont changer? On va avoir des... Alors, des choses qui vont changer, on va avoir plusieurs choses qui vont changer. Étant donné que mon fils nous a rejoints et puis va reprendre la suite, ce qui est tout à fait normal. Il a une volonté de récupérer une partie de la production qui se fait à l'étranger. Il y a beaucoup de personnes qui font sous-traiter à l'étranger. Alors, qui font sous-traiter en Espagne, qui font sous-traiter également en Asie, ce qui peut être paradoxal. Et donc, sa volonté, et donc la volonté de l'entreprise, est de se dire, nous, en Lozère, on est capable de récupérer toute cette fabrication-là pour faire une fabrication 100% lozérienne, en tout cas aujourd'hui. C'est un des grands axes. Et l'autre grand axe, bien évidemment, ce sont toutes les nouvelles technologies dans lesquelles on a déjà un pied dedans. On va dire qu'on est dans une phase quand même de recherche, parce que la difficulté dans notre profession, c'est qu'on ne peut pas faire des études à grande échelle. On ne peut pas tester un produit sur 1000 personnes en 10 jours. Donc, on cherche, on recommence, etc. Et pour trouver le bon matériau, pour trouver la bonne technique, par exemple pour tout ce qui est impression 3D, on cherche, mais peu importe, c'est comme ça qu'on avance. Même si on ne réussit pas à tous les coups, il faut avancer, il faut le faire, parce que sinon, si on n'avance pas, on recule. Donc... Donc, c'est les deux grands axes, c'est la passation de pouvoir et aussi continuer à évoluer avec la société et les outils que l'on vous propose aujourd'hui. Très bien. Est-ce qu'il y aura aussi des gammes qui seront élargies, peut-être, de chaussures ou d'autres choses que vous allez faire ou... On voudrait développer la gamme des chaussures de sécurité. Qui peut avoir un double intérêt, les chaussures de sécurité. Donc, il faut des agréments particuliers. Aujourd'hui, on est certifié ISO 13485, qui est la norme des dispositifs médicaux. Mais il faudrait à terme qu'on ait la norme particulière pour les chaussures de sécurité, parce que c'est pas parce qu'on a un problème au pied qu'on ne peut pas travailler. Et c'est quand même dommage que quelqu'un ne puisse pas être embauché, par exemple chez ArcelorMittal, parce qu'il ne peut pas avoir de chaussures de sécurité. Donc ça peut répondre à un besoin qui est quand même important pour alors plus que notre département, on va dire, pour le territoire français. Et je pense réellement que ça peut être une aide pour l'intégration aussi de toutes les personnes qu'on a pareilles. Merci beaucoup. Monsieur le Préfet, je vous laisse conclure cette semaine de l'industrie. Qu'est-ce qu'on peut en dire alors? Elle n'est pas tout à fait finie. Non, mais je vais revenir sur
le fait que c'est un enjeu à la fois local et national. Il en va de notre vitalité des territoires, de la fierté de nos territoires de produire, et puis également de la souveraineté nationale. On ne peut pas se satisfaire d'un monde, on l'a vu avec le Covid, qui produit à certains endroits, consomme à d'autres, transporte à grands frais et finalement rémunère mal le travail parce qu'il rémunère les intermédiaires. Donc c'est ça dont on parle. Et quand on parle de produire la viande localement, quand on parle de produire l'énergie localement, je sais que c'est un sujet qui fait parler, mais c'est aussi produire des chaussures localement, produire l'acier localement, et c'est produire notre alimentation localement. C'est un défi et l'administration est toute orientée et toute axée sur ce défi de l'avenir dans le cadre du plan France 2030, qui est vraiment notre ligne de conduite avec toutes ces déclinaisons. J'ai évoqué territoire d'industrie. Il faut réussir cette entrée sur la scène nationale d'un territoire lozérien parmi les grands territoires industriels. C'est quand même pas rien. Voilà, on va se trouver à côté de territoires qui sont une autorité publique des grandes régions industrielles. Eh bien, nous sommes avec eux et nous devons être à la hauteur et montrer tout ce que nous pouvons créer ici en espérant créer plus. Merci beaucoup. Je vous remercie, Madame Boucherinck, Monsieur le Préfet, de nous avoir rejoints à la médiathèque de Mende, où se trouve votre exposition sur l'entreprise Boucherinck, que l'on peut visiter, le grand public, du 22 novembre au 2 décembre, si je ne me trompe pas, Monsieur le Préfet. Chers téléspectateurs, je vous remercie de nous avoir suivis pour cette soirée. Je vous rappelle que vous pouvez partager vos idées avec la rédaction à l'adresse email qui s'affiche sur votre écran. Notre journal télévisé est produit tous les 15 jours et itinérant. Nous vous retrouverons donc le 7 décembre ailleurs en Lozère. En attendant, la rédaction du JT se joint à moi pour vous souhaiter une excellente soirée.